Bien, bonsoir. Vous allez voir un film tout à l'heure qui a été fait sur la réintroduction du gypaète dans les Alpes. Alors, l'Union internationale pour la conservation de la nature, dans les années 40, a un groupe de spécialistes sur les réintroductions qui a défini des règles. Parce que réintroduire des espèces, ça peut être un outil de la conservation de la nature. On le verra avec le gypaète. Les règles, c'est on réintroduit une espèce que si on a des preuves historiques qu'elle a existé à cet endroit-là. Voilà, on essaye de pas, on ne va pas introduire des éléphants dans la forêt de Fontainebleau. Bon, d'abord, ils ne survivraient pas. Donc, il faut des preuves historiques ou alors une probabilité quelle espèce a pu exister, parce que les trois quarts du temps, on manque de preuves historiques, puisqu'il y a 200 ans, on ne savait rien de la répartition des espèces. Il faut qu'on maîtrise les causes qui ont provoqué la disparition de ces espèces. Si on prend l'exemple du gypaète dans les Alpes, on sait qu'il y en avait, puisque les derniers ont disparu en 1920, et les causes de disparition, on sait ce qu'elles étaient. C'était une chasse acharnée de poisons et la disparition des proies naturelles, qui étaient les chamois, les bouquetins, etc. Après, l'idée, c'est si on veut réintroduire une espèce, il ne faut pas aller la prendre n'importe où. Il faut donc génétiquement s'assurer que l'espèce est compatible avec les populations locales. Le cas de l'ours des Pyrénées. On réintroduit des ours dans les Pyrénées. La souche pyrénéenne n'existe plus, il n'y a plus de deux mâles. Donc on a été chercher une souche la plus proche possible. Ce sont des ours qui viennent de Slovénie, qui est un milieu très comparable au milieu pyrénéen. Dans le cas du gypaète, on avait le choix, pour réintroduire les gypaètes dans les Alpes, soit prendre des gypaètes dans les endroits. En fait, ils étaient dans des eaux, on verra. Il y a deux sous-espèces. Il y a une africaine, une eurasiatique. Évidemment, on n'allait pas prendre des gypaètes africains, qui sont une sous-espèce différente, pour les relâcher dans les Alpes. On a choisi la sous-espèce qui existait là avant. Et puis, peut-être la condition la plus importante pour qu'une réintroduction fonctionne, c'est d'avoir une acceptation sociale. Le cas des ours dans les Pyrénées, c'est vraiment un cas d'école. C'est souvent... Si la mémoire s'est perdue, c'est quelquefois très difficile de faire accepter une espèce qui, pourtant, autrefois, était extrêmement abondante et reconnue. Alors, alors, il y a eu beaucoup de critiques sur les réintroductions. Alors, au début, tout à fait au début des réintroductions, on a dit on va modifier l'ordre originel. Bon, alors c'est quelques savants qui ont dit ça. L'ordre originel, je veux dire, ça fait quelques milliers d'années que l'homme s'en occupe et qu'il a quand même bouleversé pas mal de choses sur cette planète. Donc, c'est quand même quelque chose qui ne tient pas beaucoup. On a dit aussi c'est un coût élevé. Bon, c'est sûr que c'est de l'argent. Et les opposants vous disent toujours, oui, mais avec cet argent, on pourrait protéger la nature autrement. C'est vrai aussi, mais dans le fond, une réintroduction, quelquefois, ça coûte infiniment moins cher qu'un vilain rond-point sur une petite route de campagne. Ce n'est pas non plus des sommes formidables. Et puis surtout... Un des avantages des réintroductions, c'est que ça permet de développer toute une énergie pour protéger le milieu. Le cas de l'ours des Pyrénées, c'est très, très typique. Si on a pu arriver à bloquer des coupes de bois, faire interdire des pistes dévastatrices, c'était parce qu'il y avait des ours. Le jour où il n'y a plus d'ours dans les Pyrénées, il n'y a plus aucune raison de protéger la forêt. Donc souvent, les espèces réintroduites sont des espèces parapluies qui permettent de faire évoluer les mentalités, de créer des énergies, de protéger l'espace, ce qui est le plus important. Alors maintenant, les réintroductions, elles sont... Alors l'autre critique aussi, c'est qu'on vous dit on réintroduit que des espèces très spectaculaires, ce qui est assez vrai. Il y a quand même des exceptions. Les Anglais ont un programme de réintroduction d'un petit papillon qui n'est pas plus gros que ça. Ce n'est pas très spectaculaire, c'est quand même très compliqué à réaliser. Il y a eu des réintroductions de batraciens, de reptiles, donc on ne réintroduit pas que des animaux très spectaculaires comme les grands rapaces ou comme l'ours ou le lynx. Donc maintenant il y a des règles, maintenant il y a une législation, on ne peut pas réintroduire une espèce, c'est devenu très compliqué, il faut des années d'études, et il faut des enquêtes publiques, il faut un avis du Conseil national de protection de la nature, etc. Alors, donc, vous comprendrez peut-être, je vais faire une citation qui vous fera comprendre que je suis très partisan des réintroductions dans la mesure où c'est bien fait.
Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Aldo Léopold qui a écrit avant la guerre. C'était un forestier, un chasseur forestier américain qui travaillait au Fish and Wildlife Service. Il a écrit un bouquin qui s'appelle L'Almanach d'un comté des sables, que je vous conseille de lire parce que c'est la Bible de l'écologie. Et il dit cette phrase qui m'avait beaucoup frappé: à quoi bon des espaces sauvages vidés de leur faune? Et c'est tout à fait l'impression que j'avais eue avec mon frère. Donc quand nous étions jeunes naturalistes, je vous parle des années 50, on était partis avec notre petite 2 chevaux dans les Grands Causses parce qu'il y avait eu une publication dans une revue ornithologique qui disait les vautours des Causses ont disparu. À l'époque, on ne savait pratiquement rien de la faune française. Alors, nous, on se dit, bon, bah, ce type, il n'a pas, c'est pas possible. On va aller voir. Sûrement, c'est pas possible qu'il ait disparu. Et on a découvert cette région fabuleuse des Grands Causses, de la Lozère et de l'Aveyron, le Causse-Méjean, avec ses gorges fantastiques. Et le ciel était vide. Voilà. Et c'est tout à fait la phrase d'Aldo Léopold. À quoi bon des paysages et des espaces sauvages vidés de leur faune? Donc, imaginez les Grands Causses vides de leurs vautours, qui étaient décrits seulement 50 ans avant comme très abondants. Et à ce moment-là, on s'est dit, c'est pas pensable qu'on n'essaye pas de réintroduire ces oiseaux. Et avec mon frère, on a créé une association à l'époque qui s'appelait le Fonds d'intervention pour les rapaces. Et on a, dans les années 60, monter un programme de réintroduction des vautours fauves d'abord, puis des vautours moines en Suisse, dans la région des Grands Causses. Pour vous donner une petite idée du temps qu'il faut, je vais vous donner une chronologie raccourcie. Donc, vous voyez, années 60, on se réunit, on fait une réunion sur les Grands Causses en 1966 avec des gens locaux, des forestiers, etc., pour dire il n'y a plus de vautours, il faudrait essayer de les réintroduire. C'était en 1966. Donc, compliqué, on avait besoin, il n'y avait plus de vautours. En France, ils étaient presque en voie de disparition. On contacte les Espagnols qui en avaient encore, etc. Et finalement, on fait le premier lâcher de vautours en 1971. Puis ça ne marche pas bien parce qu'on ne maîtrise pas la technique, les vautours qu'on lâche disparaissent, sans doute ils sont repartis en migration en Espagne. Donc on s'aperçoit qu'on n'arrivera pas et qu'on ne trouvera pas les oiseaux. On refait une réunion en 1972 pour essayer de structurer un projet en partant d'oiseaux captifs. Un des principes de réintroduction, ce n'est pas aussi d'aller piller une population pour en alimenter une autre. Donc on se dit, on va faire l'inventaire de tout ce qui existe comme vautours en captivité, dans les zoos, dans des cirques ambulants, dans des trucs. Et de 1972 à 1981, on a réuni une 50aine de vautours récupérés à droite à gauche, qu'on a mis en volière, avec l'aide du Parc national des Cévennes, pour obtenir les premières reproductions en captivité. Et la première libération d'oiseaux, c'est 1981. Vous voyez, on part en 1966 d'une idée, c'est seulement en 1981 qu'on lâche les 12 premiers oiseaux, et c'est en 1982 qu'on a la première reproduction dans la nature. À la date d'aujourd'hui, il y a 350 couples de vautours qui nichent dans les Grands Causses, donc c'est quand même une réussite extraordinaire avec une excellente acceptation sociale. Alors, je vous parlais après des Alpes, c'était aussi compliqué. Je voudrais donner 3 exemples aussi mondiaux, parce que les Français, on n'a pas à avoir honte. On est en matière de réintroduction de rapaces, on est pratiquement les leaders. Mais il y a eu plein d'autres projets de réintroduction qui ont été des sauvetages. Je voudrais vous en citer 3. L'oryx d'Arabie, le condor de Californie, et puis le 3e, et puis le faucon pèlerin aux États-Unis. L'oryx d'Arabie, c'est une grande antilope avec des cornes droites qui vit dans les déserts de la péninsule arabique à la frontière de l'Arabie saoudite et d'Oman. Dans les années 50, il restait une quinzaine d'animaux dans la nature, absolument persécutés, chassés, etc. C'était une histoire extraordinaire parce que les Anglais ont monté un commando, vous imaginez, dans les conditions de l'époque, ils ont monté un commando pour se dire, si on laisse ces animaux dans la nature, ils sont foutus, l'espèce va disparaître. Ils ont monté un commando, ils ont été sur place avec la complicité d'une tribu nomade, ils ont capturé les derniers oryx, ils les ont emmenés au zoo de Phoenix en Arizona pour constituer un noyau reproducteur. Ils ont réussi à trouver 2-3 animaux en plus qui étaient dans des collections privées chez des princes arabes. Et à partir de ce noyau constitué à Phoenix, en Arizona, ça se reproduit très facilement, les antilopes, si on ne leur tire pas dessus. Donc ils ont reconstitué une population captive
en semi-captive, qui a servi de base à la réintroduction. 30 ans après, ils ont relâché ces animaux dans le désert d'Oman. 10 ans après, une tribu a tout zigouillé. Heureusement, ils avaient gardé un stock captif. Ils ont pu recommencer l'opération et maintenant, il y a une très belle population d'oryx à Oman qui est assez bien protégée. Donc, vous voyez, c'est quand même des événements de fou, quoi. L'autre exemple extraordinaire, c'est les faucons pèlerins américains. Vous imaginez sur une carte du monde l'Amérique du Nord, hein, États-Unis, Canada. C'est quand même un sacré morceau. Tous les faucons pèlerins, sauf quelques couples, avaient disparu à la suite de l'emploi du DDT et des poisons organochlorés dans l'agriculture. Vraiment, l'espèce était au bord de la disparition. Et il y a un fauconnier qui s'appelait Cade, Tom Cade. Il a créé un truc, c'est vraiment à l'américaine, il a créé le Peregrine Fund, le fonds pour le faucon pèlerin. Il a récupéré tout ce qu'il a pu de faucons pèlerins qui étaient en captivité avec l'aide de pas mal de pays du monde. Alors lui, il ne s'est pas soucié de génétique, il s'est dit le faucon pèlerin, c'est une espèce cosmopolite. Elle occupe toute la terre entière. Donc ça n'a aucune importance de mélanger les races. Ils ont monté un programme en captivité de faucons pèlerins qu'on ne savait pas reproduire. Donc ça veut dire qu'ils ont dû mettre au point des méthodes de reproduction. Et 50 ans après, maintenant, les pèlerins ont reconquis l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ce qui représente un travail avec toutes sortes de mises au point, de techniques de reproduction, de sexage par l'ADN. Au début, ça n'existait pas, les transmetteurs, là, le suivi par satellite, évidemment, n'existait pas. Donc ça a été en même temps tout un foisonnement de technologies qui a permis ce résultat. Le troisième grande réussite, c'est aussi aux États-Unis, le sauvetage du condor de Californie, qui est le plus grand rapace du monde. Et le condor de Californie était en voie de disparition. On savait, il restait que quelques animaux libres qui s'empoisonnaient avec du plomb. Ils se nourrissent souvent de carcasses d'animaux tués à la chasse, donc ils avalent du plomb, ils font du saturnisme, ils peuvent en mourir. Donc les Américains ont capturé tout ce qui restait de sauvage, ils les ont mis en captivité, ils les ont détoxiqués. Avec certains produits, on peut éliminer le plomb. Ils ont mis au point des techniques de reproduction en captivité qui d'ailleurs ne marchaient pas, et ils sont venus en France dans les Cévennes pour voir comment nous on faisait avec les vautours fauves pour adopter nos techniques qui marchaient. Et ils ont réussi à sauver cette espèce et maintenant ils l'ont réintroduite dans le Colorado. Donc vous voyez, il y a quand même des grands programmes mondiaux sur la réintroduction des espèces. Alors, bon, en France, on n'est pas mauvais, hein. On a réintroduit le lynx dans les Vosges. Ça a très bien marché, mais les chasseurs les ont éliminés à nouveau, un petit peu comme l'histoire de l'oryx d'Arabie. Mais les Allemands sont en train de les réintroduire à la frontière, donc ils vont peut-être revenir. On a réintroduit le bouquetin dans les Alpes, qui avait totalement disparu. On est en train de réintroduire le bouquetin dans les Pyrénées. Les Français ont sauvé le cheval de Przewalski, mais j'ai peut-être pas le temps de vous raconter l'histoire. Avant le film, je vais simplement vous résumer ce qui s'est passé avec le gypaète. Allez, je vous coupe. Donc, promis. le gypaète, c'est un grand rapace charognard spécialisé dans la consommation d'os qu'il a appris à casser, etc. Il y avait des gypaètes à l'origine du Maroc à la Chine, pour la sous-espèce du Nord, et une autre population de l'Éthiopie au sud de l'Afrique. Si on considère la population qui allait du Maroc à la Chine, au cours du 19e siècle, ces oiseaux ont été tellement persécutés que pratiquement toutes ces innombrables populations ont disparu, n'ont subsisté en Europe que le petit noyau pyrénéen, que nous avons redécouvert dans les années 60, le petit noyau de la Corse et le petit noyau de la Crète. Toutes les autres populations des montagnes d'Europe, c'est-à-dire toutes les Alpes, tous les Balkans, les Tatras, jusqu'à la Turquie, ont été totalement éliminées. Donc, voilà. Là-dessus, en 1972, il y a un monsieur qui s'appelle Gilbert Amig, dont il faut saluer la mémoire. Gilbert Amig, il était DDA, directeur départemental de l'agriculture de Haute-Savoie. Son job, ça aurait été d'assécher des marais et de recalibrer des ruisseaux, ce qu'ont fait tous les DDA, et d'arracher les haies, ce que faisaient tous les DDA de l'époque. Lui, il était passionné par la faune. Il a commencé par créer un réseau de réserves naturelles dans le département de la Haute-Savoie, qui est devenu pilote.
Et puis, il était très copain avec des Suisses qui s'appelaient Paul Géroudet, Robert Hénard, que quelques-uns de vous connaissent un peu bien. Et donc, il a commencé par dire il faut remettre les espèces qui ont disparu. Donc, il a réintroduit le bouquetin des Alpes en utilisant des animaux qui venaient de Suisse. Et puis, il a réintroduit le castor. Et puis, en 1972, il m'a écrit, à l'époque, je venais de créer avec mon frère le FIR, il m'a écrit en disant il y avait autrefois des vautours percnoptères dans la montagne qui domine Genève, j'aimerais bien qu'on essaye de les réintroduire. Je lui ai simplement suggéré que ce n'était pas une bonne idée, parce que comme c'était une espèce migratrice, ça serait sûrement très très compliqué. Bon, moi je lui ai dit la bonne idée, ça serait de réintroduire le gypaète dans les Alpes. Il a dit ok, on y va. Ça c'était en 72. Ça a été compliqué au début. J'avais un copain qui travaillait en Afghanistan. Il y avait un zoo à Kaboul qui liquidait parce que ça commençait à être la panique en Afghanistan. La France a racheté quelques-uns des gypaètes du zoo de Kaboul. On les a installés dans une volière en Haute-Savoie. Et puis le premier hiver, il y a eu une chute de neige énorme. Le toit de la volière a claqué. Les gypaètes ont foutu le camp dans la nature. Donc ça commençait pas très bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un an après, on en voyait encore. Donc on s'est dit, ils peuvent survivre. Puis à partir de ce moment-là, on s'est dit aussi, si on fait comme ça, on ne peut pas y arriver, on ne va pas aller chercher des gypaètes ailleurs. On a internationalisé le problème, on a fait une réunion, ça c'était en 78, donc 6 ans après, on a fait une réunion avec les Suisses, les Allemands, les Italiens, les Autrichiens, les Français, pour se dire, on va faire un pool commun. Première chose à faire, on fait l'inventaire de tous les gypaètes qui existent au monde en captivité. Donc on a fait, c'est un vétérinaire autrichien qui s'appelle Hans Frey, qui a fait un boulot absolument formidable. Il a fait l'inventaire de tous les zoos et il a essayé de persuader les zoos de confier... Alors beaucoup de zoos avaient un oiseau. Le problème des gypaètes, c'est qu'à l'œil nu, on ne peut pas reconnaître si c'est un mâle ou une femelle. Alors d'abord, il a fallu essayer de les sexer. Bon. Alors, le truc le plus barbare, c'est d'ouvrir le ventre et de regarder s'il y a des ovaires ou des testicules. Mais enfin, c'est quand même... Bon, on l'a fait quand même, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens avec une petite sonde. Bon, après ça, on a essayé de mettre au point des méthodes hormonales. Ça ne marchait pas. Alors, on a constitué des couples, mais souvent, c'était 2 femelles ou 2 mâles. Ça ne marchait pas. Et puis, heureusement, l'ADN est arrivé. Donc, à partir de là, on a pu sexer facilement les oiseaux. Et en 1983, on avait enfin... une méthode des animaux captifs et des premières reproductions. Parce qu'avant, on ne savait pas reproduire les gypaètes, personne ne l'avait fait. Donc vous vous rendez compte, on est déjà de 72, on est passé en 83. Et le 25 mai 1986, on lâche les 3 premiers oiseaux en Autriche, dans le domaine de Hans Frey, qui était vétérinaire au zoo d'Innsbruck. Donc, entre 72 et 86, vous voyez déjà le temps qu'il a fallu pour qu'on soit capable de lâcher 3 oiseaux. En mai 87, le premier couple de gypaètes s'est reproduit dans la nature, dans les Alpes, après 100 ans d'absence. Voilà. On n'en dit pas plus. Non, 1997. Ah, si, là, c'est moi qui prends la parole. Hop. Donc, vous vous rendez compte, il a fallu de 1972 à 1997. Ça veut dire que pour réintroduire une espèce comme ça, il faut une vie, quoi. Il faut des gens qui consacrent leur vie. Moi, ça m'a pris ma vie. Alors moins qu'une vie, il y a 52 minutes de film déjà. Et qui alors, vont vous donner un beau. Alors, non, blague à part, monsieur Terrasse. non, il faut absolument. Voilà, je sais. Merci pour votre générosité. Et alors, simplement. Ça s'arrête là, hein? Non, mais je vous donne la dernière date. Tournez le 1er avril. Oh. Non. En 2017, nous sommes maintenant, il y a 49 couples de gypaètes qui se reproduisent dans les Alpes. Donc on n'a plus besoin d'en relâcher et on peut considérer que ce programme est une réussite. Mais il a fallu de 1972 à 2017. Bon, vous avez vu, ces 50 minutes, ça résume 50 ans de travail. En fait, c'est le prix à payer pour ce type d'opération à une échelle internationale. Et comme vous avez pu voir, c'est quand même... ce qu'on ne dit pas, ce qui complique les choses, c'est que ce n'est pas une espèce facile. Le gypaète, c'est un oiseau qui ne devient adulte qu'à partir de 7-8 ans, qui souvent ne se reproduit pas avant 10 ans. Donc ce jeune qu'on voit s'envoler, là,
il va errer à travers l'Europe pendant 7 ou 8 ans avant de revenir nicher. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il échappe à tous les pièges pendant tout ce temps-là. Et on a des gypaètes du programme alpin relâchés dans les Alpes. Maintenant, ils sont suivis avec leur émetteur. On connaît leur route. Il y en a qui ont fait le tour de l'Europe. Ils ont quitté les Alpes. Ils vont se balader jusqu'au Danemark, dans le nord de l'Allemagne de l'Est, jusqu'en Lituanie. Ils reviennent par la Roumanie, la Tchécoslovaquie. Enfin, ils font des périples absolument fabuleux. Et puis un mois après, ils reviennent exactement à l'endroit où ils sont nés. Alors évidemment, il peut leur arriver des accidents. Alors ce programme, on peut considérer qu'il est réussi, puisque maintenant on n'a pratiquement plus besoin de relâcher d'oiseaux. On ne relâche encore que quelques oiseaux quand ils ont un patrimoine génétique rare. Parce que ça veut dire on est parti de très peu d'oiseaux. Au départ, on a une 50aine d'oiseaux récupérés dans des eaux. Donc le patrimoine génétique est faible. Donc quand on peut avoir un oiseau qui a une origine un petit peu différente, on le réintroduit pour enrichir le patrimoine génétique. Bon, alors par contre, les menaces existent toujours. Les gypaètes, ils sont menacés. Alors les menaces historiques, la chasse systématique, la destruction, on peut dire qu'en gros c'est fini, bien que Lydia Villagine, vétérinaire qui fait l'autopsie de tous les oiseaux trouvés morts, elle trouve encore beaucoup d'oiseaux qui reçoivent des plombs de chasse, ça existe encore malheureusement. Il y a aussi l'empoisonnement par le plomb, parce que les gypaètes se nourrissent beaucoup de carcasses d'animaux qui ont été tués à la chasse, ils avalent le plomb, et ils font le saturnisme est un neurotoxique. Ils peuvent en mourir, ou tout au moins ça modifie tellement leur comportement qu'ils ont des accidents. Et l'autre danger, c'est les lignes électriques. C'est les câbles de remontée mécanique, les lignes de haute tension. Dans le brouillard, ils ne les voient pas. Ils rentrent en collision avec, ils peuvent se tuer. Et puis, surtout dans les Pyrénées, plus que dans les Alpes, c'est les hélicoptères. Les hélicoptères sont devenus une vraie menace parce que ça terrifie la faune. Et quand un gypaète niche dans une falaise, si les hélicoptères passent devant, ils abandonnent leur nid. Donc voilà, rien n'est gagné. D'abord, rien n'est jamais gagné, mais enfin, ça va quand même nettement mieux. Voilà. Alors, il y a une question ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir qui c'est qui a décidé de la réintroduction du gypaète barbu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le DDA de la Haute-Savoie qui s'appelait Gilbert Amigues. Et c'est Gilbert Amigues qui a eu l'idée de réintroduire, non pas le gypaète, mais il voulait réintroduire le vautour percnoptère. Et c'est à la suite de cette idée, il y a eu une réunion entre les Suisses et les Français. Au départ, c'était les Français qui étaient moteurs. Il y avait une association que j'avais créée avec mon frère qui s'appelait le Fonds d'intervention pour les rapaces. Et c'est nous qui avons dit la bonne idée, ça serait de réintroduire le gypaète. Mais ce n'était pas une idée neuve, parce qu'il y avait un Suisse qui s'appelait... Le gypaète a disparu des Alpes, en gros, à la fin du 19e, hein, vers 1900, en gros. Et il y avait déjà un Suisse qui s'appelait Karl Stemmler, qui, à l'époque, le gypaète était considéré comme un espèce de pirate dangereux. On racontait partout que ça enlevait les enfants. Il faut lire les récits alpins, c'est absolument hallucinant. On vous décrit des gypaètes qui enlèvent des enfants de 12 ans. Donc un gypaète, ça pèse 6 kilos au maximum. Donc il y avait une hystérie collective anti-gypaète, mais il y avait quand même un Suisse en 1830 qui a dit qu'il faudrait arrêter de massacrer les gypaètes parce qu'un jour on va être obligé de les réintroduire. En 1830, c'était vraiment prémonitoire. Donc en 1972, ce DDA de Haute-Savoie réunit un groupe de gens, il y avait des Français, des Suisses, avec l'idée de réintroduire le gypaète. Et on a élargi ça à tous les pays de l'arc alpin parce que c'était forcément un programme international, il n'y a pas de frontières pour les oiseaux. Déjà, merci pour nous transmettre votre passion. Alors moi, j'aimerais savoir à la fin si on peut se procurer ce film, parce qu'il y a des gens qui auraient bien aimé en profiter également. Il y a une scène où on voit les gypaètes se nourrir au sol, et visiblement, il y en a qui ont une tête noire et d'autres pas. Est-ce que ce sont deux espèces différentes? Ils n'ont pas l'air de s'apprécier, ou c'est simplement une morphologie issue de la même espèce? Les gypaètes qu'on voit au sol se nourrir, oui. Il y en a des très sombres et des clairs. Fait, ouais. Alors les très sombres, c'est les jeunes. D'accord. Hein, les jeunes gypaètes, quand ils naissent, ils sont tout marrons. Et ils restent marrons pendant 4 ou 5 ans. Et au fur et à mesure du temps, ils s'éclaircissent. Et alors, ce que le film ne dit pas, c'est que la couleur orange que vous voyez est une couleur qui n'est pas naturelle. Les gypaètes sont les seuls oiseaux qui se fardent. Ça veut dire que les gypaètes adultes recherchent des sources ferrugineuses.
qui sont quand même assez rares. Ils se baignent dans des sources ferrugineuses et peu à peu, le plumage de la tête et de la gorge, qui est blanc, prend cette couleur rouille. Et ces couleurs ont un statut social. C'est-à-dire les oiseaux qui se colorent le plus ont un statut social particulier. C'est souvent des mâles dominants ou des femelles reproductrices. Mais c'est très curieux, dans le monde animal, il n'y a pratiquement pas d'autres exemples d'oiseaux qui se colorent. Mais les jeunes avaient l'air plus agressifs que les anciens dans cette scène. Oui, je voulais vous demander simplement comment ils apprennent à se nourrir seuls, parce qu'auparavant, ils sont nourris quand ils sont en volière précédemment. Dans les inconnus, quand on a lancé le programme, on avait une grosse inquiétude. Vous avez vu, les gypaètes adultes, ils ramassent des os, ils les cassent. Et on était persuadés on s'est dit, on va élever des oiseaux en captivité, ils verront jamais leurs parents casser les os. On avait très peur qu'ils ne sachent pas le faire. En réalité, ces oiseaux qui ont été élevés dans des volières, comme vous avez vu, ils n'ont jamais vu d'adultes casser les os. 3-4 jours après leur envol, ils commencent à casser. Au début, n'importe quoi. Ils ramassent des bâtons. Mais c'est complètement instinctif, le fait de ramasser des choses et de les lancer sur des pierres. Et donc, c'est inné, en fait. Une question par ici. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Si je me souviens bien, si je ne fais pas d'erreur, vous avez parlé de la disparition ou presque disparition du faucon pèlerin en Amérique du Nord, qui était due en fait à l'utilisation du DDT. Des organochlorés, mais de la série du DDT, oui. Oui, mais donc ça me pose une question en termes de réintroduction, c'est-à-dire que ça me paraît inutile de chercher à réintroduire une espèce si on ne change pas la source de la disparition de l'espèce. Donc, est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait parallèlement à la réintroduction sur l'utilisation de ces produits? Alors, les pesticides organochlorés ont été interdits à peu près dans tous les pays développés. Alors, malheureusement, ils sont encore fabriqués, vendus en Afrique, en Inde, enfin, Dieu sait où. Mais toute la série du DDT, Aldrin, Dieldrin, qui était un groupe d'insecticides chimiquement, c'est des organochlorés. Ils ont, à la suite de tous ces empoisonnements, du bouquin de Rachel Carson, Printemps silencieux, etc., les organochlorés ont été interdits dès les années 70-80 dans toute l'Europe et dans tout le nord des États, dans tous les États-Unis et le Canada. Ce qui a permis le retour du faucon pèlerin. Mais on a remplacé les organochlorés par d'autres insecticides qui sont tout aussi pernicieux. Vous avez lu partout dans les journaux la disparition des oiseaux dans le monde entier. C'est une nouvelle gamme d'insecticides qui s'appelle les néonicotinoïdes, qui n'empoisonnent pas les oiseaux, mais qui tuent leur proie. Il n'y a plus d'insectes. Voilà. C'est un autre débat, mais c'est aussi un vrai problème. Bonsoir, monsieur. Un moment dans le film, on voit les gypaètes s'affronter. Pardon ? Un moment dans le film, Oui. on voit les gypaètes s'affronter. Est-ce que c'est pour défendre leur territoire, leur nourriture, ou est-ce qu'ils ont un tempérament belliqueux ? Les gypaètes sont très territoriaux, donc ils défendent un territoire, et souvent sur les sites de nourrissage. On voit un site de nourrissage où il y a des bagarres, c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est un cas un petit peu particulier. Alors je dirais c'est pas très naturel, parce que ces scènes, elles ont été filmées, je connais très bien l'endroit, c'est en Catalogne. Il y a un Espagnol qui fait du nourrissage intensif de vautours, de charognards, et il a construit à côté une cache, un abri, et en payant, vous pouvez aller vous mettre là-dedans, faire des photos. Donc il provoque des réunions d'oiseaux qui ne se passeraient jamais dans la nature. Donc il met sans arrêt de la nourriture, donc il attire des grandes quantités de vautours et de gypaètes. Donc il y a des conflits sur ce type de nourrissage. Mais dans la nature, vous ne voyez jamais 5 ou 6 gypaètes sur le même cadavre, ça n'existe pas. Ça n'est possible là que parce qu'il y a un nourrissage intensif dans un but, on va dire, assez commercial. Voilà. Si vous voulez, vous payez et puis vous allez vous mettre dans l'affût, vous allez voir ce spectacle devant vous. Et tous les photographes maintenant vont dans ce type de... Bon voilà, moi je ne suis pas très d'accord avec ce système. Mais donc ça donne des comportements qui sont exagérés, qui ne se passeraient pas. Ceci dit, les gypaètes sont très agressifs entre eux pour défendre leur territoire, par exemple.
Vous avez vu aussi avec les grands corbeaux. Donc ils sont très, 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 oui, ils défendent les abords du nid. En fait, il n'y a pas un territoire. Le territoire d'un gypaète, c'est gigantesque, c'est 200 km². Ils défendent pas 200 km². Ils descendent l'endroit immédiat de la falaise où il y a l'air. Voilà. Mais après ça, ils peuvent vagabonder n'importe où et se retrouver sur des endroits où il y a à manger. Merci. Bonsoir, monsieur. Nous avons vu les gypaètes dans les Alpes et je veux savoir combien il y en a dans les Pyrénées, s'ils ont été réintroduits et s'ils résistent bien. Combien il y en a dans les Pyrénées? Alors, dans les Pyrénées, ils n'ont jamais été réintroduits. C'est la seule grande population européenne qui subsiste. Dans les Pyrénées françaises, il y a 44 couples. Et dans les Pyrénées espagnoles, il doit y avoir 120 couples. Donc l'ensemble du massif pyrénéen franco-espagnol, vous voyez, c'est en gros 160 couples. Alors le grand projet actuel, c'est que dans le fond, je mets à part la petite population résiduelle de Corse et de Crète, il reste en Europe deux populations, une population indigène qui a toujours existé, celle des Pyrénées, et une population réintroduite dans les Alpes. Et pour le moment, ces deux populations ne communiquent pas, c'est comme deux îles. Donc tout le programme actuel, c'est d'essayer de faire des réintroductions entre les Alpes et les Pyrénées. Alors, vous avez vu dans le Vercors, mais il y en a aussi dans la Drôme, il y en a dans les Grands Causses, pour essayer de créer un pont et que génétiquement, les gypaètes des Alpes se mélangent à ceux des Pyrénées, pour l'idée de recréer l'espèce de métapopulation qui existait entre le Maroc et la Chine. Alors il y a aussi un programme de réintroduction en Andalousie qui marche très bien. Les oiseaux andalous commencent à naître en Andalousie, viennent visiter ceux des Pyrénées. Donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de reconstituer un pont pour qu'il n'y ait pas des îles. Pour la Corse, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Les gypaètes corses sont sans doute isolés depuis très longtemps parce que il y avait 10 couples en Corse qui étaient complètement isolés puisqu'ils avaient disparu partout autour. Et cette population a probablement vieilli, elle est probablement génétiquement très appauvrie. On est passé de 10 couples à 4 couples et maintenant on est en train d'essayer de la sauver en y réintroduisant des oiseaux du programme alpin. Et sinon, tous les autres gypaètes qui existaient à l'est des Alpes, c'est-à-dire tous les Balkans, il y avait des quantités de couples de gypaètes dans toutes ces montagnes. La Grèce, il y avait énormément de gypaètes jusqu'en Turquie. Tous ces oiseaux-là ont été éliminés dans les années 80-90 avec du poison. Les gens mettent du poison pour tuer les loups, les renards, les chacals, et en fait, c'est les gypaètes qui... Il n'y a plus de gypaètes ni de vautours, d'ailleurs, pratiquement en Grèce. Et c'est vrai que le poison, c'est quand même la catastrophe, quoi, parce que c'est très difficile à contrôler. Les Espagnols essayent. Les Espagnols ont mis au point des brigades de garde avec des chiens spécialisés pour la détection du poison. Les Espagnols font un travail formidable pour essayer de sauver leur dernier gypaète. En France, on n'a pas encore cet équipement-là. Et récemment, dans les Grands Causses, on a eu un gypaète empoisonné avec un pesticide interdit, un organophosphoré. Donc les Espagnols nous ont envoyé une de leurs équipes de chiens renifleurs pour essayer de retrouver la trace du poison et d'où il venait. Donc c'est vraiment un danger qui est très difficile à contrôler. Alors on met du poison pour n'importe quoi, hein, pour tuer le chien du voisin ou parce qu'il y a un renard qui a mangé vos poules ou je ne sais pas quoi. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à nos programmations et surtout merci beaucoup à Jean-François Desrasses d'être venu avec nous.